Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le dernier vendredi du mois, c'est l'occasion de retrouver Michel Remy, économiste associé de SPAC pour un décryptage économique. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On décrypte un concept généralement avec vous. Alors là, c'est un concept, celui de la démographie, mais c'est surtout l'idée de comprendre le lien entre démographie et croissance et inflation même, peut-être, oui. Michel, on en parle pas mal en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même de la toile de fond mondiale démographique? C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, avec un vieillissement qui a l'air de s'accélérer, donc un choc démographique négatif pour beaucoup d'économies et de pays aujourd'hui dans le monde. Tout à fait. En fait, l'idée est que il est intéressant de s'intéresser à la démographie aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a une insuffisante prise de conscience des gouvernements sur ce vieillissement. Et puis, c'est un petit clin d'œil à mes collègues, puisque généralement, ils s'intéressent à des paramètres, des facteurs de court terme, c'est-à-dire le PIB, l'inflation et tout. Et là, on va s'intéresser à un paramètre... Mais c'est pas beau, bien sûr. C'est le moyen long terme, et surtout que rien n'est plus prévisible que la démographie. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, en fait, il y a une hausse de la population âgée qui va créer un choc, mais c'est surtout, en fait, ça se complète par une baisse de partout dans le monde de la natalité. Et donc, on voit au niveau de la Corée du Sud, par exemple, le taux de fécondité est tombé à 0,8 alors qu'il faut 2,1 enfants par femme pour uniquement stabiliser les générations. Et c'est ce qui est très important. Et d'ailleurs, en France, il y a eu 723 000 naissances l'année dernière. C'est le niveau le plus bas depuis 1946. Et c'est ça qui est important parce que parfois, on se dit oui, la démographie est dynamique en France, mais en fait, on fait... C'est une idée du passé. Voilà. Moi, je suis une génération où on m'a enseigné tout au long de ma scolarité que oui, le ménage, la femme française, le taux de fertilité, de fécondité était autour de 2, voire légèrement supérieur. On était souvent à 2,1 d'ailleurs. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris. Et que donc, ça y est, il y avait une forme de gloire française, démographique, de ce point de vue-là, de se dire qu'on était capable au moins de stabiliser notre population, voire de la faire croître légèrement. Et en fait, les derniers chiffres de fécondité et de fertilité en France sont pas du tout à ce niveau-là. Exactement. Il y a un ralentissement de la croissance des naissances, et c'est ce qui fait que à terme on va avoir un tassement un peu de cette population. Toute chose égale par ailleurs, cher à nos chers. Ouais, bien sûr. Oui, parce qu'il y a des hypothèses. Il y a aussi, c'est un scénario central lourd. Et puis, il peut y avoir des dérives. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait moins de naissances aujourd'hui, et que ce ne soit pas juste en France, mais que ce soit global ? En fait, d'ailleurs, il y a les préoccupations environnementales. En fait, l'idée aujourd'hui, les jeunes, ces jeunes et dont on fait partie, d'ailleurs, on se pose la question, quel monde va-t-on laisser aux enfants ? Donc, il y a une prise de conscience de dire, j'ai peut-être pas envie de faire des enfants pour leur laisser une terre un peu, on va dire, en mauvaise qualité. Et puis, il y a aussi, en même temps, une moindre génération en âge de procréer qui arrive par rapport au baby-boom. Et puis, en même temps, il y a cette volonté des femmes qui veulent, après avoir fait des études, envie de vivre d'une certaine manière. Et donc, elles ont moins d'enfants et plus tard. Donc, d'ailleurs, en France, on a 1,9 enfants par femme à l'âge de 31 ans, ce qui est... Alors, il faut se satisfaire là-dessus, mais c'est tardif et ça change un peu les modalités par rapport. Et puis, il y a aussi les facteurs financiers qui nous raccrochent un peu au marché. C'est le prix de l'immobilier, le prix des loyers, le coût de la vie avec l'inflation, et etc., etc. Et puis les gardes d'enfants, etc. Et tout cela fait que diverses études ont croisé, et en gros, il y a à peu près entre 13 et 30% des jeunes qui ne souhaitent pas fonder de famille parce que pour diverses raisons. Même si le sujet, c'est intéressant, cet appel que vous lancez d'une prise de conscience de la classe politique, et c'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois passionnant et qui mérite, je trouve, d'avoir quand même sa place dans le débat public. Pas obligé de parler de la démographie tous les jours, mais effectivement, peut-être combler une absence de ce point de vue-là. C'est pas tant le problème de la taille de la population qu'on a aujourd'hui, c'est la question de son vieillissement qui est un problème pour l'économie, en tout cas la dimension qui nous intéresse. Tout à fait. C'est exactement, c'est une bonne remarque si je peux me permettre. C'est parce qu'en fait, par exemple, on voit en France qu'aujourd'hui on a à peu près 15 millions de seniors, c'est-à-dire 60 ans et plus, mais en 2030 on arrivera à 20 millions, et à l'horizon de 2060 on aura 25 millions. Donc il y a un vieillissement, mais c'est pas uniquement la France. En Union européenne, c'est encore plus rapide, puisque aujourd'hui on est à peu près, en 2021, il y avait 21% de la population qui était
composée de seniors, mais en 2050, c'est une personne sur 3 qui aura plus de 60 ans. Et c'est ce qui fait que ça pose problème en termes de dynamisme économique et de tous les challenges qui nous attendent. C'est quoi la relation d'ailleurs entre les deux ? Enfin, comment on peut l'expliquer ? Pourquoi est-ce que le vieillissement démographique, c'est pas forcément bon pour l'économie et la croissance, en tout cas la croissance économique ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le vieillissement, a priori, les personnes âgées sont moins productives, à toutes choses égales par ailleurs. Donc, sauf à... il faut grillage génératif dans nos métiers, oui. Voilà, sauf à faire appel à augmenter la productivité des personnes âgées, c'est plus compliqué, ou à faire appel à de nouvelles technologies. Mais on va supposer qu'on ne fait pas appel à tout ça. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir avec le vieillissement ? On va apercevoir une baisse de la productivité, une baisse tendancielle de la productivité, qui va entraîner une baisse tendancielle de la croissance. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que, du coup, ça va toucher le niveau de vie, ça va toucher le taux d'épargne et l'investissement, ça va toucher également la consommation, mais également aussi le taux de chômage, puisque il y a des impacts là-dessus, puisque aujourd'hui, par exemple, si une population active se réduit, se restreint, eh bien, ça va avoir des tensions sur le marché du travail, ce qui veut dire qu'on va avoir des coûts de main-d'œuvre qui vont s'élever, et ça pose des problèmes. D'ailleurs, au Japon, on le voit, le coût de la main-d'œuvre a augmenté, et certaines entreprises ont des difficultés à effectuer leur plan de charge. Parfois, elles font faillite. Et puis, aussi, c'est l'image un peu catastrophique, c'est que certaines écoles qui ferment sont remplacées par des maisons de retraite. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pose problème. Et d'ailleurs, le ministère du Travail a dit que d'ici 2030, il y a à peu près 640 000 jeunes qui rentreraient en France sur le marché du travail, en moyenne, alors qu'il y aurait à peu près 760 000 offres d'emploi. Donc, forcément, ça ne va pas le faire. Incroyable. Ça change. Alors, encore une fois, on est d'une génération où on a connu l'inverse, d'une certaine manière. On rentrait sur le marché du travail avec un tel nombre d'offres de postes par rapport aux demandeurs d'emploi que là, le rapport de force va se trouver complètement inversé. Ça va changer complètement la nature, en tout cas, de la croissance économique et de l'économie. Ah oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle communément la silver economy, dans la mesure où, avec l'allongement de la durée de vie, il faut bien voir que la durée de vie a augmenté de 10 ans en 50 ans. Eh bien, ça veut dire que les dépenses de retraite vont augmenter, les besoins de médicaux vont s'augmenter. Donc, du coup, eh bien, on va avoir un vaste secteur qui va se développer, avec notamment des logements adaptés aux seniors, des professionnels pour les soigner et les accompagner, puis également aussi des facteurs en termes de formation et d'emploi des seniors pour les faire travailler le plus longtemps possible. Et puis, ce qui pose aussi un peu problème, c'est que les seniors détiennent, on va dire, l'essentiel du patrimoine. Et on va dire, dans une certaine mesure, c'est peu propice à un dynamisme, puisque au lieu d'alimenter l'innovation, eh bien, les seniors préfèrent, on va dire, la sécurité. Donc, on va avoir vers des investissements en termes improductifs, c'est-à-dire l'immobilier ou l'or qui va être dans ce cas-là. Donc c'est ça qui va être changeant dans l'économie, et donc c'est pour cela qu'il convient de s'y préparer d'une certaine manière. Oui, et puis alors là, on le voit très clairement dans le débat public, ça nécessite aussi de réfléchir au système de protection sociale. Il y a la santé, mais il y a aussi la branche vieillissement, d'une certaine manière. Enfin, tout à fait. Et donc, il faut réfléchir à une protection sociale plus large qui englobe aussi ce risque-là demain. Et c'est ça, mais là on va arriver aux questions qui fâchent, c'est-à-dire qu'au-delà du coût de la dette, au-delà du coût du réchauffement climatique, de la transition écologique, il faudra rajouter en même temps le coût de la protection sociale. Et ça, c'est, on va dire, de façon objective. Puis après, il y a, on va dire, la notion de solidarité. Et comment faire supporter hausses des dépenses publiques, c'est-à-dire des impôts, pour aider son prochain, c'est-à-dire éradiquer la pauvreté, faciliter, on va dire, les soins, faciliter l'accès à l'éducation, etc. Donc c'est vrai que ça va faire un cocktail explosif pour les finances publiques. Et c'est ça qui va poser problème, quoi. Est-ce que l'idée, parce que là aussi c'est quelque chose qui revient du coup quand même dans le débat public, je dis que la démographie est complètement absente, mais on reparle de politique nataliste, ou en tout cas on entend certains discours politiques essayer de redynamiser un petit peu cette partie-là de la politique, alors qui est déjà très soutenue en France. Enfin, je crois qu'on a une politique soutenue pour la natalité. Est-ce que ça c'est un levier encore sur lequel on peut agir pour essayer de reporter, atténuer justement ce mouvement de vieillissement, ou est-ce qu'il faut avant tout se concentrer sur la question du coût
coût du vieillissement en France, par exemple, et comment est-ce qu'il va être supporté et réparti? Gérer les deux, mon commandant. Dans la mesure où, en fait, je dirais que l'homme politique qui dirait vive les enfants serait très bien, mais à côté de faire des enfants, il faut accompagner, c'est-à-dire qu'il y a toutes les gardes ça d'enfants. Se décrète pas. Voilà. Enfin, je veux dire, on peut inciter on reste financièrement même. La Chine, ouvre la politique de l'enfant unique depuis des années maintenant. C'est pas pour ça que ça marche. Oui, même les pays de l'Est, l'Allemagne de l'Est à l'époque avait un salaire pour les femmes qui restaient à la maison. Ouais. Non, mais ça pose ce type de problème. Mais donc du coup, bien sûr, il y aura du soutien, il y aura même, on va dire, une nouvelle organisation du travail, mais surtout, en fait, les alternatives reviennent à deux aspects qui sont, on va dire, aussi explosifs, c'est-à-dire relever l'âge de départ à la retraite et autoriser davantage d'immigration. Alors bien sûr, ces démarches vont être compliquées parce que quand on voit uniquement rien que ce qui s'est passé ces quelques semaines et mois sur la retraite, porter la retraite à 70 ans, ça pose problème. Quant à on va dire à l'immigration, ça pose des problèmes politiques. Et en même temps, en termes d'intégration, et là, ça pose ce type de problème. Petite anecdote, c'était les chiffres du Royaume-Uni sur l'année 2022, qui a été une année record d'immigration nette au Royaume-Uni, 6 ans après le vote du Brexit, qui s'est joué en très large partie sur la question de l'immigration. C'est 2 fois plus que le niveau record d'immigration qu'on avait avant le vote du Brexit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pragmatisme, il y a pas de main-d'œuvre. Les boîtes, pour tourner, il faut bien qu'il y ait quand même de la main-d'œuvre qui puisse venir. Et je crois que c'était hors Union européenne. Et c'est ça qui est important. Exactement. Et c'est ce qui fait que c'est important. Mais c'est ce qu'il faut voir. Donc après, il faut avoir une vision de long terme. Et là, il faut ménager les courts termes avec le long terme. Merci beaucoup Michel, merci pour cet éclairage précieux sur les questions démographiques et leurs implications sur nos économies, sur la croissance, sur l'inflation. Michel Rumi est avec nous une fois par mois, économiste associé de la plateforme SPAC pour ce décryptage éco dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à 17h45. Voilà pour cette édition ce soir. Très bon week-end, on se retrouve non pas lundi mais mardi à 12h30 sur Bismart.